Alors c'est avec grand plaisir qu'on va introduire quelqu'un qu'on ne voit pas souvent dans nos lieux habituels, donc le procureur Rémi Chaise, qui va nous parler de la relation entre le médecin expert et le magistrat. Et il a choisi d'intituler son exposé « Un couple improbable en cohabitation temporelle ». Vous avez la parole. Merci, cher Jean-François, Monsieur le Président, Monsieur le professeur Ira Dugange-Bach, c'est un honneur redoutable de prendre la parole devant vous. Je ne l'ai pas fait sans hésitation, cédant finalement aux instances réitérées au fil des années de mon ami Jean-François Mercier, puisque nous nous connaissons depuis près d'une trentaine d'années au bénéfice de nos origines et de nos activités bourguignonnes communes, que je n'oublie pas, bien qu'elles soient un petit peu anciennes. Pourquoi honneur redoutable ? Parce que ma légitimité médicale, bien sûr, est inexistante, comme vous vous en doutez. J'ai pour seul titre une attestation de formation au premier secours. C'est l'ancêtre du certificat de prévention et secours civique de niveau 1. Diplôme égaré dans d'improbables archives personnelles. Et puis par ailleurs, à titre bénévole et privé, j'encadre depuis pas mal d'années des séjours d'enfants, de cœur d'enfants, en qualité d'assistant sanitaire, et j'ai un taux de guérison spontanée de l'ordre de 100%. Donc c'est pas pour ça que je suis venu vous dire quelques mots. C'est vrai que je suis magistrat depuis une trentaine d'années. D'abord magistrat du siège, et j'ai eu à connaître à Auxerre dans l'Yonne, à l'époque où Jean-François Mercier exerçait à la fois comme chirurgien et comme expert réparation dommages corporels, d'un certain nombre d'affaires de responsabilité médicale. Ce passé est un peu lointain, puisque j'exerce depuis maintenant longtemps des fonctions de magistrat du parquet, donc procureur, celui qui accuse, qui fait peur à tout le monde. Mais aujourd'hui, je voudrais m'efforcer de vous dire quelques mots, certainement pas exhaustifs, de la relation magistrat-expert. Alors certainement, vous vous dites déjà, mieux vaut être vis-à-vis de la justice et d'un magistrat dans la position d'un expert plutôt que dans la position d'un accusé ou d'un assigné dans le cadre de la mise en cause de votre responsabilité médicale. Et pourtant, cette relation n'est pas aussi simple qu'elle pourrait le paraître au premier abord. La thématique de mon intervention, elle repose sur ce que j'ai qualifié de paradoxe. J'ai parlé de couple improbable. Pourquoi ? Parce que le magistrat est ignorant de questions médicales et a fortiori chirurgicales. En tout cas, il est réputé ignorant. Et l'expert, lui, c'est le savant. Or, qui va donner les ordres, les directives ? Qui va désigner l'expert ? Qui va superviser l'expertise ? Le magistrat. Un incompétent technique. Et le compétent technique, il est dans une position, j'allais dire, de subordination. C'est pas forcément une situation tellement confortable pour les uns et les autres. Qu'est-ce que c'est qu'un expert, me direz-vous ? À la manière des candidats d'un certain jeu télévisé d'origine britannique, le juge, en cas d'embarras, dispose d'une sorte de premier joker, l'appel à un ami. Ça existe. Dans le code de procédure civile, le juge peut entendre, sans formalité, les personnes qui pourraient l'éclairer. Ça s'appelle d'un terme latin l'amicus curiae, ça nous vient des États-Unis, d'outre-Atlantique. C'est issu du droit américain, ça a été introduit dans le système juridique français depuis une trentaine d'années, ça n'est quasiment jamais utilisé. Alors en fait, en France en tout cas, l'expert est une version enrichie de tradition française de cet ami du juge, de cette espèce de savant qui pourrait être appelé pour fournir des explications informelles. En procédure civile, l'article 232 dit le juge peut commettre, désigner, toute personne de son choix pour l'éclairer, avec des degrés de complexité croissants, des constatations, une consultation, une expertise. Sur quoi ? Sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, autrement dit un domaine dans lequel le juge, par définition, est un incompétent. En matière de procédure pénale, c'est la même chose, y compris pour des enquêtes dirigées par le magistrat du parquet, le procureur de la République, enquête de crime ou de délit flagrant, enquête préliminaire. Le code de procédure pénale dit que le procureur peut désigner toute personne qualifiée pour l'assister. Alors, ce n'est pas une véritable expertise, mais sur tel ou tel aspect médical que nécessiterait une enquête pénale. Donc, le
médecin, le chirurgien va se retrouver d'une certaine manière dans la position d'un savant, d'un expert, même si le degré de complexité de la mission qui va lui être confiée est certainement très allégé. Le rôle de l'expert, vous le pressentez, concourir à la manifestation de la vérité par l'administration de la preuve judiciaire. On lui interdit de porter toute appréciation juridique, ça, par hypothèse inverse, c'est présumé être la compétence exclusive du magistrat, et il est donc cantonné à l'examen de questions d'ordre purement technique. En pratique, l'expérience de certains magistrats spécialisés, l'existence de missions types que vous connaissez, de barèmes d'évaluation, réparation du dommage corporel, de médecins eux-mêmes spécialisés dans l'expertise judiciaire, ce ne sera pas toujours le cas en matière d'expertise dans le domaine chirurgical, me semble-t-il, où les situations sont quand même un petit peu plus complexes. Quels sont les enjeux de l'expertise judiciaire? En théorie, le juge, le magistrat n'est jamais lié par les constatations et les conclusions de l'expert, du technicien. En pratique, vous le savez bien, la solution de points essentiels du procès, sinon du procès lui-même, va dépendre très souvent des résultats d'expertise auxquels les parties sont suspendues avec impatience, anxiété et voire même parfois une certaine virulence, voire de l'agressivité. Et c'est le cas en particulier en matière d'expertise médicale, parce que ça touche effectivement à la santé, à la personne même du justiciable. Dès lors, les enjeux financiers, humains, professionnels, éthiques, économiques, sociaux, de santé publique sont très importants. Quels sont les défis et les pathologies de l'expertise judiciaire, si je puis m'exprimer ainsi devant une assemblée de médecins? Signe, diagnostic, traitement, m'a dit mon ami Jean-François Mercier. Dans cette relation doublement asymétrique, le prescripteur est une autorité ignorante sur le plan médical, l'exécutant est un technicien savant. Parlons d'abord du choix de l'expert. Par définition, ce choix relève de l'autorité judiciaire et non de l'expert lui-même. Attention, si je puis me permettre quelques recommandations pratiques de bon sens, attention à ne pas subir une désignation en tant qu'expert. Si le magistrat et l'expert collaborent de manière habituelle, il n'y a pas de difficulté, chacun sait à quoi s'attendre de part et d'autre. S'il s'agit d'une désignation isolée émanant d'un magistrat qui n'est pas nécessairement un spécialiste des problématiques médicales, de la responsabilité civile, qui peut être installé dans une juridiction modeste où la fréquence de survenance de ce type de procès est rare, je dirais que la vigilance est de mise du côté de l'expert. Un triptyque: compétences techniques de l'expert, la vôtre, disponibilité, coût. Il y a un danger pour le magistrat à procéder à un choix à l'aveugle sur une liste d'experts qui serait inconnue de lui, en cas d'absence de prise de contact préalable par téléphone ou par courriel. Ça semble une démarche évidente. Il peut arriver que vous receviez une désignation par courrier d'un magistrat qui vous est totalement inconnu, avec une mission déjà prête à consommer, si l'on peut dire. Il m'apparaît qu'il y a là un danger pour l'expert qui, de surcroît dans le flux d'une activité professionnelle intense, demeure en permanence exposé au risque d'insuffisance de lucidité pour mesurer plusieurs paramètres. Les limites de ses propres compétences, non pas dans son domaine, mais de ses compétences en tant que détermination de son champ de compétences techniques, surtout en tant qu'expert. Il est évident que si un expert s'aventurait à accepter une mission qui excédait son champ de compétences, ne serait-ce que de manière marginale, sa légitimité et la pertinence de ses conclusions seraient évidemment fortement fragilisées. Mesurer les limites de ses obligations déontologiques à l'égard de confrères connus, voisins, amis peut-être, d'où l'importance, le cas échéant, d'une certaine délocalisation géographique dans le choix de l'expert, pour ne pas placer celui qui va être amené à porter un jugement en tant qu'auxiliaire de justice présentant une objectivité optimale, de ne pas le placer dans une situation de conflit de loyauté vis-à-vis d'autres confrères à lui. Troisième risque, d'insuffisance de lucidité pour mesurer les limites de ses capacités de travail qui ne sont pas extensibles à l'infini. Vous pouvez être extrêmement compétent, totalement indépendant sur le plan éthique, mais submergé de travail, et vous aurez du mal à organiser votre expertise, à y consacrer le temps, à la produire dans le délai raisonnablement imparti, même si vous pouvez envisager de solliciter une petite prolongation.
Quelques choses trappes non exhaustives que j'ai listées. Inexpérience, le jeune expert. Problématique excédant le champ de sa spécialité ou de ses qualifications, voire étrangère à celle-ci, non pas en raison de l'ignorance ou de l'incompétence médicale tout à fait légitime de l'expert, mais parce que le magistrat n'aura pas su choisir son expert. Complexité de la problématique, absence de consensus scientifique, conflit d'intérêts direct ou indirect, etc. Autant de raisons d'émousser, le cas échéant, les capacités d'autocensure, tantôt par pusillanimité, de crainte d'indisposer le magistrat pour le jeune expert, je ne peux pas refuser cette expertise, tantôt par excès d'assurance pour l'expert confirmé, très sûr de lui. On a coutume d'enseigner aux jeunes avocats que le principal ennemi, je parle devant au moins 2 avocats dans cette salle, le principal ennemi de l'avocat, c'est son propre client. Je considère que le principal ennemi de l'expert, peut-être le magistrat dans un premier temps, par méconnaissance ou excès d'autorité du dit magistrat, mais c'est avant tout l'expert lui-même, auquel revient finalement la décision d'accepter ou non une mission. Recommandation de bon sens là encore, lucidité intellectuelle et à minima, dialogue loyal et confiant avec le magistrat mandant. Proposition de sapiteur si c'est nécessaire, savoir refuser une mission, dans le cas extrême, argument technique à l'appui, sauf à proposer le cas échéant une autre orientation ou d'autres confrères qualifiés au magistrat. J'en viens à la mission. Hors le cas évoqué déjà de mission type, l'élaboration de la mission est selon moi l'acte fondateur de la qualité et du déroulement pertinent d'une expertise. La qualité de la mission est le gage de la qualité de l'expertise en tant qu'elle doit identifier avec précision et pertinence les questions à traiter. Le paradoxe, c'est que la responsabilité principale de l'élaboration de cette mission revient au magistrat, en tout cas sur le plan du droit, de la procédure. Et celui-ci, encore une fois, est présumé absolument ignorant, notamment en matière médicale. Il appartient, selon moi, au magistrat, à son tour, de faire preuve de lucidité et d'humilité, qui ne sont pas d'ailleurs les qualités les plus répandues dans l'univers judiciaire, où l'office du juge, qui est un exercice d'autorité par essence, auquel s'ajoute l'habitude, ne prédispose pas nécessairement à une culture du doute scientifique. Il est délicat pour l'expert, évidemment, de s'immiscer de sa propre initiative sans y être invité dans la rédaction d'une mission. Ce que je préconise pour ma part, c'est la mise en place d'une concertation étroite à l'initiative du magistrat. Une bonne pratique consiste, c'est celle qui m'est arrivée de suivre souvent, pour le magistrat, à élaborer un projet de mission détaillé qui fixe les principaux points à examiner, le calendrier des opérations souhaitées, en distinguant éventuellement les actes urgents qui sont parfois nécessaires. Je songe à des cas d'accident du travail sur des chantiers ou dans des installations industrielles où l'immobilisation de l'outil de production est une difficulté importante pour l'exploitation. Donc il faut procéder à des arbitrages entre les nécessités de gel de la situation dans l'intérêt de la maison de la vérité judiciaire et aussi de reprise d'une activité éventuellement. Donc avant de soumettre ce projet, avant-projet, à l'expert lui-même pour recueillir ses observations, ses suggestions, ses recommandations techniques éventuelles, personnellement, je me suis toujours très bien porté de ce type de méthodologie qui est appréciée des experts. Après, c'est un dialogue qui s'instaure entre le magistrat et l'expert. L'expert peut faire des contre-propositions qui ne seront pas nécessairement acceptées, mais en tout cas, il va y avoir un échange constructif dans l'intérêt de l'expertise qui, encore une fois, débute à mes yeux par l'établissement d'une mission parfaitement adaptée. La fonction de l'expertise, éclairer une ou plusieurs questions de fait et proscrire toute question juridique qui relève exclusivement de la responsabilité du magistrat. Recommandation. Confronté à une mission qui vous paraîtrait incomplète ou inadaptée, je recommande bien sûr d'appeler sans délai l'attention du magistrat mandant sur la difficulté ainsi identifiée et de proposer, le cas échéant avec circonspection, l'amendement, modification de cette mission. Troisième point, demander préalablement à la décision d'acceptation de la mission à consulter les éléments et pièces du dossier si véritablement vous avez un doute sur un certain nombre de paramètres par rapport à la faisabilité par vous-même de la mission qu'il est envisagé de vous confier. Et puis, cas ultime, à défaut, envisager de décliner l'exécution de cette mission si véritablement elle vous semble inadaptée à votre profil d'expert au regard de votre spécialité. Troisième point, l'exécution de l'expertise.
L'interlocuteur judiciaire de l'expert ne sera plus nécessairement, vous le savez certainement, le magistrat ou le tribunal qui a prescrit la mission initiale, parce que la loi a instauré, depuis maintenant de nombreuses années, notamment en matière civile, des juges qui sont chargés de suivre, de contrôler l'exécution de mesures d'instruction, toutes catégories confondues, pas seulement en matière médicale. Ce magistrat, en pratique, est assisté d'un greffe, donc d'un secrétariat, qui va devenir l'interlocuteur immédiat de l'expert et qui a pour fonction principale de veiller au suivi formel et au respect des délais des expertises. Sous réserve de l'avis autorisé de mes collègues magistrats du siège ou de membres du barreau familier de cette procédure, je m'interroge sur les inconvénients ou les dommages collatéraux que l'instauration de cette structure, qui a sa légitimité par ailleurs, pourrait avoir en termes de méconnaissance du fond du dossier et de dégradation à certains égards de la qualité du dialogue qui pourrait exister et qui doit exister, y compris au stade de l'exécution de l'expertise, entre l'expert et le magistrat mandant. Quelques recommandations, là encore, en cas de difficulté d'exécution. En première intention, dans la mesure du possible, n'hésitez pas à solliciter l'avis informel d'un confrère, expert médical de confiance, si vous vous trouvez confronté à une problématique importante. Rendre compte, bien sûr, par note motivée au magistrat mandant ou chargé du contrôle des expertises de la difficulté. Proposer, là encore, de vous adjoindre des sapiteurs, y compris en cours d'expertise, dont vous préciserez les noms, prénoms, spécialités, les délais et les coûts induits. Et il appartiendra à ce magistrat de se prononcer sur l'opportunité de cette modification ou de ce complément de la mission d'expertise. Clôture des opérations d'expertise, rapport et conclusion. Nature du rapport. En matière pénale, si le délai d'expertise imparti est supérieur à 1 an, le juge peut demander le dépôt préalable d'un rapport d'étape. En matière pénale et civile, il peut être demandé avant le dépôt de rapport définitif un rapport provisoire ou un pré-rapport. Au regard de l'importance des enjeux, il va sans dire qu'en matière de santé civile médicale, un tel document préalable au rapport définitif est devenu systématique, quelle qu'en soit la dénomination pratique. Contenu du rapport, et j'en viens presque à la fin de mon propos, les conclusions doivent examiner et répondre systématiquement, précisément, méthodiquement et de manière pertinente à chacune des questions énoncées par la mission. J'assume sans hésiter cette accumulation redondante d'adverbes qui aurait horrifié Clémenceau, alors patron de presse, qui avait coutume d'adresser cette injonction à ses journalistes. Pour les adverbes, vous oubliez, pour les adjectifs, vous me demandez. En caricaturant à peine, il n'est pas exceptionnel, en effet, de lire des rapports d'expertise dans lesquels l'expert omet de répondre, propose des réponses redondantes ou contradictoires, ou encore se livre à de libres considérations auxquelles il n'était pas nécessairement invité. L'objectivité et la prudence scientifique peuvent et doivent, dans certains cas, conduire à exclure, au terme des opérations d'expertise, la possibilité même d'une réponse en l'état actuel des données acquises de la science ou en l'absence d'éléments de conviction dans le dossier. Donc ça ne veut pas dire qu'il est interdit à l'expert de dire « je ne peux pas répondre à cette question ». Vous devez dire que vous ne pouvez pas répondre si vous ne le pouvez pas. Cette situation, bien sûr, doit être justifiée et solidement argumentée dans la discussion du rapport. Pour le reste, l'expert est invité à se conformer de manière aussi compliante que possible au canevas de la mission, dès lors que celle-ci a été acceptée par lui. Style et terminologie, si l'expert ne doit par définition en aucun cas se départir de la compétence technique qui fonde sa légitimité et justifie l'existence de sa mission. Il ne doit cependant jamais perdre de vue que celle-ci n'a d'autre finalité que d'éclairer le magistrat prescripteur qui n'est pas un expert. Un rapport d'expertise n'est donc pas un document technique professionnel destiné à un autre professionnel de la même discipline, fût-ce une brillante thèse de médecine ou de chirurgie. Recommandation, les conclusions et les réponses aux questions posées par la mission qui sont l'aboutissement de celle-ci doivent en conséquence présenter les caractères suivants: clarté et précision d'expression. Limiter, sinon proscrire, je parle des conclusions. Limiter, sinon proscrire, l'emploi de termes techniques. Accessibilité aux magistrats, présumés profanes, dans la discipline concernée. Dans certaines spécialités, notamment la réparation du dommage corporel, à l'initiative d'un magistrat alors chargé du contrôle des expertises du tribunal de Paris, la pratique judiciaire a établi en concertation avec les experts un tableau récapitulatif de conclusions normalisées. Conclusions, les miennes, en 2 lignes. Les clés de l'harmonie du couple à durée déterminée, magistrat-expert, une connaissance mutuelle, la confiance, l'instauration d'un échange entre la justice et l'expert. Et enfin, dernière recommandation, ne jamais se priver du tutorat, en tout cas de l'avis, d'un confrère expert confirmé et de confiance en cas de difficulté, quelle qu'en soit la nature. Je vous remercie.
Grand merci pour ces précisions. Alors, des questions? Oui. Merci beaucoup pour votre exposé. Je voudrais vous demander une question concernant justement la nomination des experts. Je vais évoquer une situation qui est le déni total de grossesse et d'accouchement. C'est toujours les psychiatres qui sont nommés, pratiquement jamais un gynécologue obstétricien. Or pourtant, le déni de grossesse, ça concerne bien sûr le psychisme, mais ça concerne aussi la grossesse, donc la gynécologie obstétrique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour informer les magistrats, les procureurs généraux, pour que dans cette affaire-là, eh bien, notre spécialité, où on peut avoir un rôle d'expert, soit représentée? Sans doute avez-vous trouvé des éléments de réponse dans mon modeste exposé. Si effectivement le psychiatre, mais alors encore faut-il faire appel là encore à sa lucidité, celle dont je parlais au commencement de mon propos, considère qu'il y a des éléments qui mériteraient d'être examinés par un médecin somatique, un gynécologue obstétricien, moi il me semble qu'il devrait recommander au magistrat mandant de désigner soit en co-saisine, soit demander la désignation comme sapiteur de ce gynécologue obstétricien. Je suis absolument d'accord avec vous. On est dans la problématique de base du démarrage de l'expertise, c'est-à-dire le choix, la collégialité, l'existence de sapiteurs, etc. La réponse est un collège expertise. Bernard, vas-y. Oui. Moi, j'aurais dit la même chose aussi. J'ai souvent été agacé de voir que dans des affaires chirurgicales, c'était un médecin généraliste qui était désigné comme expert. Ça m'a souvent très agacé. Et de même, quand il s'agit de problèmes chirurgicaux, de voir des chirurgiens désignés qui n'ont aucune expérience dans la chirurgie incriminée. Le mot expert paraît magique. Parce qu'on désigne un expert, on a l'impression qu'il a toutes les compétences. C'est pas vrai. Il y a des compétences qui doivent être spécialisées. On ne peut pas désigner n'importe qui, ça c'est pas possible. Votre remarque rejoint en tout point la préoccupation, l'une des préoccupations qui était la mienne. Peut-être faudrait-il que cet exposé soit diffusé plus largement dans le cadre de la formation initiale ou continue de mes propres collègues. Je pense que ce serait pas inutile. On va l'envoyer à l'ENN. Voilà. Ok, c'est bon. Alors. Merci beaucoup, c'est très gentil.